Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Une première en France. Les prud'hommes de Tours condamnent les compagnons du devoir pour discrimination à l'embauche basée sur l'identité sexuelle. Les faits se sont déroulés en 2011. Ils concernent une transgenre. Les explications dans ce journal. Nouvelle mobilisation des salariés du CEA à Mons contre la fermeture du site du Ripeau pour 2019. Salariés qui se sont rassemblés à 17h30. Nous sommes sur place. Sabrina Meloult dans quelques instants. Et puis focus ce soir sur une discipline qui fait la une de l'actualité depuis le week-end dernier. 3 jeunes morts après l'explosion d'une solution chimique. Ils pratiquaient l'airsoft, une discipline qui n'est pourtant pas dangereuse si on respecte les règles. Focus dans ce journal. On ouvre donc ce journal avec cette première en France. Un employeur condamné pour discrimination à l'embauche basée sur l'identité sexuelle. Les faits se sont déroulés à Tours en 2011. Elena, une transgenre, devait être embauchée par les compagnons du devoir pour mener une formation sur les discriminations justement. Son entretien se passe bien. Il doit mener cet entretien recrutement. Mais voilà, au dernier moment, il est tout simplement annulé. Les compagnons du devoir, eux, ont fait valoir l'absence de budget. Ils n'ont pas été suivis par les prud'hommes. Les explications, Romain Delville. Une première pour les prud'hommes de Tours, une première en France. Le 4 juin dernier, le juge prud'homal tourangeau a reconnu une discrimination à l'embauche basée sur l'identité sexuelle. L'association ouvrière des compagnons du devoir a été condamnée à 1 500 € de dommages et intérêts. Cette formatrice a passé 2 entretiens et tout laissait croire qu'elle allait être embauchée. On m'a donné mon planning d'ailleurs pour l'année, j'ai même visité les locaux, j'ai été présenté à différentes personnes dans tout le bâtiment. Et on m'a demandé donc cette fois les papiers d'identité classiques qu'on demande lors d'une embauche, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, un casier d'extrait judiciaire, mon diplôme, etc., etc. Je les ai donnés et là, changement de comportement. C'est que les documents administratifs qu'elle présente ne correspondent pas à son identité sociale. Le responsable régional a voulu absolument me rencontrer avant ma première intervention qui était le mercredi suivant. Et j'ai été reçu à 13h30 par ce monsieur. 2 heures après, son assistante m'appelle en me disant que je n'ai pas été retenu. Donc son comportement, le changement d'attitude, ont fait que j'ai évidemment pensé à une discrimination. Quelques jours après, j'ai pris un rendez-vous avec le défenseur des droits, le délégué régional du défenseur des droits à Tours, et qui m'a dit effectivement que c'était un cas d'école, puisque je devais traiter des discriminations et je me faisais discriminer moi-même. La quadragénaire veut rester anonyme pour son avenir professionnel. Il n'en demeure pas moins que le jugement du 4 juin pourrait faire jurisprudence prud'homale. Si j'ai créé un précédent, tant mieux. Mais j'ai pas de sentiment particulier envers ça. Je ne fais pas ça pour la gloire, J'ai juste fait ça parce qu'il y a des droits en France et que je me suis défendu, tout simplement. De son côté, la direction des compagnons déclare qu'elle n'avait pas le budget pour embaucher la formatrice. Un appel est possible jusqu'au 9 juillet. Dans l'actualité également, ils poursuivent leur mobilisation. Nouveau rassemblement des salariés du CEA de Mons contre la fermeture du site du Ripeau à l'horizon 2019. Ils ont choisi, ces salariés, de se rassembler sur la commune de Mons aujourd'hui en fin d'après-midi. Sabrina Meloult est sur place pour TV Tours. Sabrina, le rassemblement a débuté à 17h30. Eh bien écoutez Florent, effectivement nous sommes ce soir devant la mairie de Mons et le mouvement ne s'essouffle pas. Avec moi, je pense que vous le voyez autour de moi, il y a à peu près plus de 500 manifestants ce soir. Vous vous souvenez de cette grande journée de mobilisation à Paris, vous l'aviez suivi? Eh bien c'est toujours avec autant de ferveur que les salariés du CEA Le Ripeau viennent défendre leurs emplois ce soir. À ce jour, 560 emplois sont menacés. On parle aussi d'une vingtaine de sous-traitants. Ici, dans la commune de Mons, 20% des salariés habitent cette commune, travaillent ici dans cette commune, mais c'est aussi une catastrophe qui touche les communes voisines et l'ensemble du territoire. Les communes voisines du Val-de-l'Indre, Montbazon, Sourigny, Saint-Bran, Veigné, Èvre, Trouy ou encore Artanne. Bonsoir Roland Novales. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. Vous représentez le syndicat UNSA.
On a déjà parlé justement de la situation des salariés du RIPO. Le comité national devrait valider la fermeture du RIPO le 8 juillet. Vous avez très peu de temps finalement pour présenter un contre-projet. Qu'est-ce que vous demandez ce soir? Un report? Alors ce soir, nous demandons un report. Alors je parle ici au nom de l'intersyndicale et de l'ensemble des salariés du RIPO et même des sous-traitants, puisque cette mesure impacterait aussi beaucoup de sous-traitants et de salariés, donc, et leurs familles, leurs conjoints, qui sont vraiment dans la détresse et qui ont un mal-être de cette décision, qui conduit à la désertification pure et simple du tissu industriel de Touraine et de la région centre et du Val de l'Indre. Alors maintenant, à votre question, on est plus de 1000. Plus de 1000. Et ce que l'on demande, c'est le report de cette date du 8 juillet, qui est trop courte pour nous, pour pouvoir présenter avec les salariés un plan alternatif à cette mesure de fermeture. On demande un report au mois de septembre. Ce report, on est en train de demander encore, ici, en train de signer avec les maires des communes avoisinantes que vous avez citées, une lettre adressée au nouveau préfet, qui sera remise demain par Madame la maire de Mont, et lors de sa visite et son entretien avec le nouveau préfet. Et cette requête est le report du comité national qui devrait se dérouler en... Comment vous préparez justement ce contre-projet? Sur quoi travaillez-vous? Alors sur quoi on travaille? On travaille sur les éléments qu'on nous donne au compte-gouttes et la dernière réunion où on aura tous les éléments se déroulera le 29 juin. Donc vous voyez bien qu'entre le 29 juin et le 8 juillet, la date ultime, il y a peu de temps pour que les salariés et les organisations syndicales puissent construire un nouveau projet avec l'aide bien sûr d'élus qui sont habilités à en connaître pour pouvoir préparer ça. Parce que vous avez des salariés, des syndicats habilités, secret défense, qui peuvent avoir accès à des informations, je dirais, essentielles pour préparer ce contre-projet. Bien sûr. Donc, ce projet alternatif ne peut être que préparé par des gens qui ont à en connaître. Et donc, c'est pour ça qu'autour de la table, il faudra les organisations syndicales qui ont les éléments, plus les salariés, parce que les salariés sont partie prenante dans tout ça, et donc des élus dont on a besoin, parce que ça touche la région et des élus habilités. On a demandé est-ce que tout le monde soit autour de la table. Alors parlez-moi justement de ces tensions. Des tensions, il y en a en ce moment dans cette entreprise, des tensions justement entre les salariés. À quoi ressemble ce climat social? Parlez-moi de vos collègues. Alors, le climat social au CEA, compte tenu du dialogue assez difficile, qui s'instaure difficilement avec les organisations syndicales et la direction, là, le climat, comme vous avez pu le constater, il y a l'ensemble des salariés qui sont là. Et il y a un vrai mal-être, notamment parce que ça touche leur famille, leur être. Et donc, ils sont vraiment très mal. Il y a vraiment un mal-être que la direction ne prend pas en compte. Vraiment, elle ne prend pas en compte ce désarroi qui touche l'ensemble de ses salariés et de ses familles. Et les sous-traitants, c'est encore pire, parce que les sous-traitants, lorsque le RIPO partira, s'il part, et personne ne le souhaite, là, les sous-traitants n'auront plus d'emploi. Donc c'est vraiment dramatique. Merci beaucoup, Roland Novales. Donc vous l'avez entendu, Florent, une lettre qui sera remise demain au préfet d'Indre-et-Loire pour demander ce fameux report et laisser plus de temps aux salariés du RIPO pour préparer ce contre-projet. Sabrina Meloult avec Guillaume Leroux en direct de Mont, c'est en Indre-et-Loire. Merci beaucoup. La courbe du chômage inversée en fin d'année, c'est ce que prévoit l'UNEDIC qui a revu ses prévisions. L'organisme table sur une croissance en 2015 de seulement, on pourrait dire, 12 000 chômeurs de catégorie A contre 100 000 estimés auparavant. Des chômeurs qui choisissent parfois la création d'entreprises pour effectuer un retour vers l'emploi. On les accompagne. C'est le cas par exemple d'un chômeur que nous avons rencontré aujourd'hui. Il était sur le salon de la création reprise d'entreprise qui avait lieu cet après-midi à l'hôtel de ville de Tours. Sur place, Audrey Champigny. Karl et sa femme Catherine sont deux futurs entrepreneurs. Leur projet, reprendre une franchise d'une société de loisirs créatifs dans les Dom-Tom en septembre prochain. Aujourd'hui, ils sont venus au forum pour savoir si leur projet tient la route et surtout poser les bonnes questions. Le statut juridique, quelles sont les bonnes questions à poser au sein d'un franchiseur, et puis également voir un expert comptable, voir un conseiller juridique, peut-être même un avocat, pour choisir aussi au niveau de notre statut marital, tout ça c'est important. Et de voir quel investissement on doit faire aussi et quel emprunt. Un investissement à hauteur de 60 000 € selon leurs calculs après la vente de leur maison. Mais il leur faudra faire un emprunt pour racheter le fonds de commerce. Karl suit actuellement une formation de 245 heures à la Chambre des métiers. Et ce projet serait l'opportunité de changer de vie. Suite à un licenciement, j'ai saisi l'occasion de rebondir sur un projet qui soit commun avec ma femme.
Et comme tous les deux, on était dans une situation sans emploi, on a saisi cette opportunité de prendre une franchise, parce que c'est un projet qui est déjà au niveau de la création, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, une franchise pour nous, ça nous permet de voir l'avenir un peu plus sereinement, puisqu'il y a déjà des bilans, des données chiffrées. Donc voilà, c'est plus rassurant, on va dire, même pour nous comme pour les banques. Parmi les divers ateliers de cette journée, le mini business Canva, une sorte de brainstorming de groupe. Ça s'appelle Business Canvas parce que c'est un grand tableau qui représente le canevas en fait du futur projet, d'accord, qui établit les bases, bien entendu. On ne va pas jusqu'au chiffrage, mais ça établit les bases. Et surtout, on travaille effectivement avec des post-it, chacun amenant son idée ou sa question sur ces fameuses cases. Grâce à ce canevas-là, on avance sur le projet. D'accord ? Donc c'est du concret, on repart avec du pratico-pratique, parce que ça va être un peu ce qu'on va mettre sur le frigo, et à chaque fois qu'on pense à quelque chose, ah oui tiens, là je vais rajouter un post-it parce que cette idée elle est intéressante et cette idée elle va me faire avancer. Seulement 2 journées de ce type sont organisées par an en Indre-et-Loire. Prochain rendez-vous, le 20 novembre 2015, au CFA de Joué-les-Tours. En bref, un go fast stoppé au petit matin sur l'autoroute A10. Un convoi de 4 voitures en provenance de Malaga en Espagne et à destination de Mantes-la-Jolie. À l'intérieur, 230 kg de cannabis ont été découverts. Le convoi a été stoppé entre la Vienne et l'Indre-et-Loire par le GIGN. 2 voitures interceptées à Châtellerault, 2 autres à Sorigny, à la barrière de péage et dans le centre-bourg. Les malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite, mais ils ont été arrêtés. Ils sont âgés de 22 à 35 ans. L'airsoft au cœur d'interrogations depuis le week-end dernier. 3 jeunes hommes ont été tués par l'explosion d'une solution chimique. Ils tentaient de confectionner des fumigènes destinés à agrémenter leur session d'airsoft. L'airsoft, une discipline qui consiste à jouer à la guerre avec des répliques d'armes, des jeux de rôle qui n'ont rien de dangereux, indique la Fédération d'Airsoft, lorsque l'on respecte les règles. Focus sur cette discipline, Guillaume Leroux, Sébastien Guerche. Avant chaque partie de Airsoft, Vincent et ses amis vérifient scrupuleusement leur matériel. Il faut charger sa réplique d'arme de petites billes en plastique et de cartouches de CO2. Le plus important, protéger ses yeux des projectiles et sa peau des moustiques et autres tiques. Le but du scénario, déloger les ennemis de leur cachette pour s'emparer d'une base. Pour gagner, il faut être furtif et précis. Je sais pas où ils sont. Vincent, ils sont où? Ça nous aide, ça. La cible est repérée. Elle est assez loin pour ne pas lui faire de mal. Vincent l'assure, l'airsoft n'est pas un loisir dangereux. C'est comme la pétanque. Du moment que vous respectez les règles, c'est pas dangereux. Mais si à la pétanque, vous décidez de prendre votre boule et de l'envoyer dans la tête de votre voisin d'en face, là, c'est dangereux. Donc là, si vous voulez, on a des règles. On est obligé de porter des oculaires de protection, sinon la personne sort du terrain. Nous, on est là pour se retrouver sur un terrain, faire 2 équipes et puis en avant les copains, quoi. Dans ce magasin spécialisé à l'ingénierie, on vend tout l'attirail en rapport avec le jeu. Les lanceurs, les billes, mais aussi des tenues tactiques. La vente de répliques est interdite aux mineurs, mais pas leur utilisation. Mathias, le gérant du magasin, doit rappeler les règles de sécurité à tous ses clients. Un mineur a parfaitement le droit d'utiliser une réplique d'airsoft s'il est chez lui ou sur un terrain où il a l'autorisation de le faire. Voilà. Certains parents, malgré tout, achètent des répliques à leurs enfants. Donc forcément, je les mets bien au courant que c'est interdit à la vente aux mineurs, pour qu'ils prennent conscience que c'est pas juste un jouet anodin, en fait. C'est pas une arme, mais c'est pas un jouet non plus. L'équipement n'est pas un jouet. En pratique, il représente tout de même peu de dangerosité si toutes les règles de sécurité sont respectées. La Fédération française d'Airsoft compte environ 40 000 adeptes de ce loisir sportif dans l'Hexagone. C'est parti pour 4 mois. Le pavoisement du pont Wilson à Tours vient d'être inauguré en présence des adjoints à la culture de Tours et de Porto. Car l'artiste qui a dessiné les 32 drapeaux du pont est portugais. Il s'agit de Hugo de Almeida Pinho. Sur ses œuvres, il a choisi de mettre en scène les codes routiers et maritimes. On écoute l'artiste au micro de Sébastien Guerche. Ce qui m'a principalement intéressé avec les drapeaux, c'est le mouvement.
Il change constamment à cause de la météo, du vent, bref, des éléments naturels. Il bouge toujours. Moi, j'ai fait en sorte que ces drapeaux soient différents, dans leur couleur, dans leur langage. Chercher la dualité des mots, par exemple, comme des anagrammes, des paronymes ou encore des homonymes. C'est un plaisir pour moi de travailler dans cette ville, à cause de son histoire, mais aussi l'histoire de ce pont. Les sports en bref avec le calendrier de Ligue 2 dévoilé pour la saison prochaine. Le Tour FC débutera la saison le 31 juillet par un déplacement à Nancy. Parmi les autres dates à retenir, Auxerre le 21 août, Évian redescendu fraîchement de Ligue 1 le 20 novembre ou encore Metz le 18 décembre. Dans un instant, restez avec nous. Nous recevons Francis Gérard, nouveau premier secrétaire fédéral du PS d'Indre-et-Loire. On se laisse avec ces images du pont Wilson de Tours, orné donc, vous l'avez découvert il y a quelques instants, de 32 drapeaux signés, on vous l'a dit, également d'un artiste portugais.